Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Médiation d'anciens chefs d'État de la CEDEAO pour tenter de résoudre la crise post-électorale qui persiste au Bénin. Ils ont signé une déclaration commune, inquiète de la situation depuis les élections législatives béninoises du 28 avril 2019. Le Cameroun opte pour la numérisation des services financiers pour l'élargissement de l'assiette fiscale, un système qui devrait permettre d'améliorer les recettes budgétaires de l'État. Et le Rwanda, pays frontalier de la République démocratique du Congo, multiplie les actions préventives pour lutter contre la propagation du virus Ebola. Des mesures ont été prises, notamment après les 2 cas mortels récemment enregistrés en Ouganda. La crise post-électorale perdure au Bénin depuis les élections législatives du 28 avril 2019, ce qui inquiète de plus en plus la communauté internationale. 2 anciens présidents des pays membres de la CEDEAO, à savoir Olusegun Obasanjo et John Kufuor, ont invité l'organisation internationale ouest-africaine et l'Union africaine à agir avant que la situation ne s'empire. Reportage de notre correspondant Leftiounou, commentaire Kon Kamdem. Les anciens présidents Olusegun Obasanjo du Nigeria et John Kufuor du Ghana plaident pour une intervention urgente de la CEDEAO et de l'Union africaine au Bénin. À travers une déclaration conjointe sur la crise post-électorale au Bénin en date du jeudi 13 juin 2019, ils exigent la mise en liberté de l'ex-chef d'État Boni Yayi et la restauration de la démocratie au Bénin. L'ancien président Thomas Boni Yayi, dont la santé demeure très critique selon ses avocats, a été isolé de ses proches et assigné à résidence de fait depuis plus d'1 mois suite aux violences post-électorales des 1er et 2 mai 2019 aux encablures de son domicile à Kadjehoun à Cotonou. M. Boni Yayi était attendu hier à l'hôpital américain de Paris pour des examens précis sur le niveau de dégradation de sa santé. Il n'a pas pu être reçu parce qu'on ne lui a pas permis, il n'a pas été autorisé par les autorités politiques du Bénin de partir en voyage. Malheureusement, c'est un constat. Le blocus militaire à la résidence de l'ancien chef d'État Boni Yayi est maintenu à Kadjehoun. Une action judiciaire dont le motif est voilé selon ses avocats a été engagée à son encontre. Par ailleurs, une campagne d'arrestation de manifestants suite aux violences post-électorales aurait généré un affrontement sanglant entre la population et l'armée à Tchouarou, ville d'origine de Boni Yayi, et à Savé. C'est la solidarité. C'est un acte salutaire que nous continuons toujours de les remercier parce que c'est la bienvenue. Cette déclaration est la bienvenue dans la cité. Cette déclaration nous rassure davantage. Ça prouve que la crise politique au Bénin est très préoccupante et certainement, on est bien suivi. Les acteurs politiques de la sous-région ne veulent pas d'un chaos pour notre pays. Les organisations de la société civile locale restent muettes face à la crise post-électorale qui perdure. Toutefois, le clergé béninois a entamé une médiation pour le dégel de la crise politique. Il aurait déjà rencontré plusieurs acteurs politiques et institutionnels. L'État camerounais envisage un élargissement de son assiette fiscale par la numérisation des services financiers, un système qui devrait permettre d'améliorer les capacités administratives tout en assurant une fiabilité des données statistiques et fiscales. Amen Age. Pour l'élargissement et la maîtrise de son assiette fiscale, le Cameroun vise la numérisation de ses services dans l'objectif d'améliorer les entrées budgétaires du pays. Selon les autorités, il s'agira de mener des réflexions sur l'apport de la digitalisation pour l'accroissement et la bonne gestion des recettes en tenant compte des normes administratives. L'intervention du numérique dans la fiscalisation des recettes de l'État ne manque pas de pertinence. Pour ceux qui ne connaissent pas l'organisation de la carte des contribuables au niveau du Cameroun, les choses étaient organisées telles que lorsque vous aviez un chiffre d'affaires qui atteignait 1 milliard, vous étiez reversé à ce qu'on appelait à l'époque la division des grandes entreprises. Aujourd'hui, au Cameroun, si vous faites un chiffre d'affaires annuel hors taxe qui excède 3 milliards de francs CFA, vous êtes rattaché maintenant à la direction des grandes entreprises. La mise en place d'un système intégré de gestion des impôts et taxes passe par l'introduction des déclarations statistiques et fiscales, la dématérialisation de l'enregistrement de la commande publique et des actions judiciaires, celle de la procédure contentieuse et d'octroi de sursis de paiement.
Les conditions nécessaires à remplir au préalable consistent entre autres en une identification des contribuables sur la base d'un fichier exhaustif et en la facilitation des obligations fiscales, qu'il s'agisse d'obligations déclaratives ou de paiement. L'administration fiscale a également des postes de recettes au niveau des délégations départementales du cadastre de domaines et affaires foncières. En 2018, le Trésor public camerounais a encaissé plus de 2200 milliards de francs CFA par le biais de l'élargissement fiscal, mais aussi grâce à la numérisation des services. Cette dernière pourrait apporter une valeur ajoutée de plus de 200 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État. Les investissements directs à l'étranger, IDE, ont connu une hausse de 11% en 2018 en Afrique, une performance à contre-courant de la tendance mondiale en baisse de 13% sur la même période. C'est ce que révèle l'édition 2019 du rapport du World Investment Report. Plus de détails avec Corinne Kamsefem. Malgré une tendance mondiale à la baisse, les investissements directs étrangers en Afrique ont augmenté de 11% pour s'établir à 46 milliards de dollars en 2018. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement affirme que la demande croissante de certains produits de base et la hausse de leurs prix justifient entre autres cette performance. L'Afrique aujourd'hui représente une population croissante d'environ 1,2 milliard d'habitants, qui a une population qui est de plus en plus alphabétisée, ce qui permet à ces entreprises d'avoir accès à leurs ressources humaines qualifiées, mais également la mise en évidence de plus en plus de transitions démocratiques et de stabilité politique, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique australe avec des pays comme le Ghana et l'Éthiopie. Avec un repli des investissements d'au moins 8,8 milliards de dollars, l'Égypte reste tout de même le premier pays bénéficiaire. Par contre, l'Afrique du Sud a vu ses transferts doubler pour atteindre 5,3 milliards de dollars. L'existence de zones économiques spéciales et la zone de libre-échange continentale devraient permettre d'attirer plus d'investissements. L'intérêt d'une zone de libre-échange est de permettre aux entreprises d'avoir accès à un plus grand marché, mais également de permettre au capital, que ce soit le capital humain ou le capital financier, de pouvoir se mouvoir librement. L'hôtellerie, les produits chimiques, l'énergie, les infrastructures, l'agro-industrie sont quelques-uns des secteurs qui ont retenu le plus d'investissements. Le rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement précise entre autres que ces fonds proviennent prioritairement de la France, la Chine, les États-Unis, l'Inde, Singapour, le Royaume-Uni, les Pays-Bas. Un document de référence pour faire des affaires au Togo a récemment été lancé. Il s'agit du guide pratique des affaires, un recueil qui compile toutes les informations nécessaires pour investir ou entreprendre dans le pays. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. C'est un document d'une centaine de pages qui résume les informations nécessaires pour un investisseur ou un entrepreneur désirant faire des affaires au Togo. Dans la première partie du guide pratique des affaires au Togo, on trouve notamment les atouts géographiques et culturels dont dispose le pays. La deuxième partie, c'est comment créer et administrer son entreprise. Vient en troisième position les opportunités d'investissement, où nous parlons notamment du PND, mais également les opportunités de financement. Et il y a une masse d'informations qui proviennent notamment de sources institutionnelles, de sources officielles, mais c'est très difficile pour les entrepreneurs, pour les porteurs de projets, d'avoir accès à toutes ces informations. L'autre point présenté dans ce document est relatif au coût de facteurs de production, puis en dernière position, l'usager de ce guide découvre les informations pratiques. Ce guide pratique des affaires au Togo vient renforcer les efforts du gouvernement s'agissant de l'amélioration du climat des affaires. Ce guide, je pense que ça nous facilite l'environnement de l'investissement au Togo. C'est-à-dire qu'on a toutes les informations qu'il faut, vers qui s'adresser et en cas de problème, quelle structure pourrait faire, même l'arbitrage, parce que souvent on ne sait pas à quel sein se vouer. À noter que l'Assemblée nationale a adopté le 11 juin un nouveau code des investissements. Il consacre plusieurs innovations, notamment des avantages fiscaux spécifiques et compétitifs pour les sièges régionaux d'entreprises internationales.
Les 2 cas mortels atteints du virus Ebola en Ouganda ont fait réagir les autorités rwandaises. Le Rwanda étant un pays voisin de la République démocratique du Congo où sévit cette épidémie, a décidé de multiplier les actions préventives contre la propagation de ce virus qui a déjà fait plus d'1 millier de morts depuis août 2018. Nelly Claude Bessa. Le Rwanda, frontalier à la République démocratique du Congo et à l'Ouganda, est en alerte depuis la confirmation de la détection du premier cas d'Ebola en Ouganda. Les autorités sanitaires rwandaises ont entrepris de renforcer les mesures visant à prévenir la propagation du virus Ebola dans le pays. Des dispositions intervenant après le premier décès suite à la maladie d'Ebola, la présence de 3 cas confirmés et de 8 personnes contacts enregistrées dans le district de Kasese dans l'ouest de l'Ouganda. Au poste frontalier du pays, on s'est toujours assuré qu'il y ait du personnel de la santé chargé de faire le dépistage du virus et s'assurer que la personne qui manifeste les symptômes d'Ebola soit mise à l'écart dans une salle de quarantaine. Malgré la présence de la menace dans les pays voisins, aucun cas d'Ebola n'a encore été signalé au Rwanda. Le gouvernement poursuit ses efforts pour renforcer les capacités nationales en matière de détection précoce et d'endiguement en cas de transmission. Il intensifie également la veille communautaire dans les points d'entrée du pays, les établissements de santé et au niveau communautaire. Aujourd'hui, il y a des médecins qui ont pour mission d'aller aux radios pour expliquer aux Rwandais des messages de sensibilisation des signes le virus hémorragique Ebola. D'après l'Organisation mondiale de la santé, le délai entre l'infection par le virus et l'apparition des symptômes est comprise entre 2 et 21 jours. Le ministère de la Santé du pays a recommandé aux Rwandais présentant des symptômes d'Ebola ou ayant été en contact avec un patient présentant ces symptômes de consulter immédiatement un centre médical. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.